Salut les chroniqueurs! Votre naissance et votre survie sont des miracles! C'est un super beau message d'entrée, Mickaël, j'en chialerais presque, tu sais. Et je ne plaisante pas, car aujourd'hui, après l'affaire Stanislas Petrov, qui au passage est déjà un miracle pour l'ensemble de l'humanité, aujourd'hui on va parler d'un événement qui ferait passer ce miracle pour une petite journée quotidienne, comme ça, à la plage, tranquille. Aujourd'hui, on va parler de la crise des missiles de Cuba. Non mais rappelle-moi pourquoi on fait cet épisode déjà? On a déjà parlé de la guerre froide je sais pas combien de fois. Oui, mais après mûre réflexion, De plus de 2 ans quand même. j'ai compris qu'on ne pouvait pas laisser cet événement à l'état de petite anecdote. Alors pourquoi avons-nous tous failli mourir? Non mais genre c'était pas une petite crise entre deux puissances. Mais on la connaît tous cette crise, ça va. Missile à Cuba, américain pas content, du coup russe pas content. La guerre est proche, c'est la crise. Mais finalement c'est la détente donc tout va mieux, voilà. Merci pour ton résumé, mais maintenant, on va rentrer dans la version plus longue de l'histoire. Car plus on creuse, plus on comprend qu'on avait de quoi flipper pour notre planète. Bon très bien, bah c'est parti du coup. Alors du coup, contexte. Ok mais c'est pas dans cette émission le mot contexte. En 1960, que se passe-t-il dans les relations entre les États-Unis et l'URSS? Tout va mal, tout est sujet à plus de tensions. Pour vous donner une idée, la guerre de Corée vient de s'achever en 1953, tout comme l'achèvement de la technologie des armes nucléaires. Donc, les États-Unis ont la bombage depuis 1952, les Russes depuis 1953, les Anglais depuis 1957 et les Français ont la bombe A en 1960. Les deux superpuissances ont donc largement eu le temps d'accumuler un stock énorme qui a déjà failli être utilisé par les Américains dans la guerre de Corée, coucou Eisenhower. Avant de parler de Cuba, on peut aussi évoquer l'installation des bases de lancement par les Américains en Turquie et en Italie, pointé directement sur le Kremlin en plus, le blocus de Berlin de 1948-49, suivi de la construction du mur de Berlin en 1961. Bref, 1962 apparaît comme une année magnifique entre les deux blocs. C'est faux. Et maintenant passons au pire. Cuba. En 1959 a eu lieu la révolution menée par Fidel Castro. Cette révolution, largement soutenue par la population, a eu pour but de chasser Batista. Non, pas Batiston, Batista, le président soutenu par les États-Unis. Et par président, vous pouvez entendre dictateur. Je rappelle que Bachar el-Assad est président aussi. Donc Fidel Castro, notamment soutenu par Che Guevara, la grande figure du socialisme que vous connaissez sûrement tous. C'est le mec avec cette tronche là qu'on voit absolument partout. Voilà. Fidel Castro cherche au début à s'imposer comme un pays non aligné. Il commerce avec les States, comme avec l'URSS, mais les Américains sont loin d'être contents de cette situation puisque le pays leur était avant complètement soumis. Face aux Américains et à leur pression, Castro refuse de céder, ce qui mène au fameux débarquement de la baie des cochons. Groin, groin. Avec un blaze aussi pété, fallait pas s'attendre à un exploit. En gros, 1500 contre-révolutionnaires formés par la CIA viennent débarquer pour renverser Castro. L'opération est planifiée par notre ami Eisenhower. Dans nos cœurs. Le but, c'était de débarquer ces contre-révolutionnaires qui prendraient une partie de l'île soutenue par des bombardiers américains. Oui, les mecs sont cachés littéralement pas. Et par la suite, les Américains débarqueraient et attaqueraient pour protéger ce nouveau régime. Mais surtout pour protéger la paix, la liberté du peuple cubain, vive l'Amérique! Le débarquement se fait le 17 avril 1961, sauf que personne ne le soutient, genre toute la population va lutter contre ce débarquement, ce qui n'était pas du tout prévu par les Américains. Et du coup, 2 jours plus tard, les survivants de ce massacre se rendent. Et du coup, au lieu d'avoir un gouvernement non aligné socialiste, on a un gouvernement qui se déclare communiste et allié de l'URSS. Ah bah bravo le retournement de veste, bravo hein. Ah, je ne crois pas, nous étions pourtant venus leur apporter la paix, la liberté, la démocratie. Comme quoi on peut avoir la meilleure armée du monde, mais avoir une stratégie à la con. Et c'est comme ça que s'est planté le décor de la crise de Cuba. Les États-Unis, par cette provocation, vont entraîner l'opération Anadir côté soviétique afin de protéger l'île de toute intervention américaine. 50 000 soldats, 4 sous-marins nucléaires et une bonne trentaine de missiles partent pour Cuba. Pendant que des navires marchands en provenance d'Afrique arrivent petit à petit à Cuba en 1962, les Américains préparent un nouveau plan d'invasion en partant de la base de Guantanamo. Bah oui, vous croyez quoi, qu'ils allaient pas se remettre à fond dans leur prise de l'île maintenant? Et donc, ils préparent un plan d'invasion de l'île. Et pour ça, ils la survolent avec des avions espions qui vont faire des clichés plutôt... choc. Le 14 octobre. Voilà la photo qui a été prise par Rudolf Anderson et son avion espion V2. On y voit les rampes de lancement de missiles, ainsi que l'identification des navires soviétiques qui transportent les bombes nucléaires. Autant vous dire que Kennedy, nouveau président des États-Unis, a dû la sentir passer l'information. Le cliché est analysé le lendemain, et c'est donc le 16 que le Conseil de sécurité au grand complet se réunit. À mon avis, les mecs avaient rien de plus important ce jour-là. Je tiens juste du coup à rappeler que les fameuses photos des bases de lancement, c'était à la base pour préparer un débarquement sur l'île.
Voilà, rappelez que c'était pas juste un avion qui passait par là comme ça, quoi. Et c'est donc le 22 que Kennedy s'adresse au peuple américain à la télévision pour rendre compte de la situation. Alors qu'il réfléchit à lancer une offensive éclair sur l'île pour détruire les installations de missiles et reprendre Cuba avant que celle-ci ne puisse frapper les États-Unis, la nouvelle fait évidemment le tour de la Terre. Et les pays de l'OTAN, notamment la France et le Royaume-Uni, qui sont déjà armés de la bombe nucléaire, réaffirment qu'ils soutiendront les Américains en cas de guerre. C'est la même chose pour le pacte de Varsovie dans le camp d'en face. et c'est le même jour que le blocus finit de se former, alors que les sous-marins nucléaires soviétiques arrivent aux abords de l'île. Réponse de Khrouchtchev, allez-y continuez. Non mais sérieusement, ils demandent aux sous-marins soviétiques de quand même continuer leur chemin. Le 24-25, les cargos russes arrivent à leur tour. 12 rebroussent chemin face au blocus. Les autres forcent le blocus. Et les États-Unis manquent d'intercepter le Bucarest. Mais ils y renoncent en étant sûrs qu'il n'y a aucun matériel militaire à l'intérieur. Le très léger souci, les missiles déjà sur Cuba sont opérationnels et un sous-marin russe est repéré et pris en chasse par les Américains le 26. Et je citerai Khrouchtchev qui a dit ceci: si les États-Unis veulent la guerre, nous nous le trouverons en enfer. Donc là, sans armes nucléaires, la guerre est déjà lancée. Les États-Unis auraient envahi Cuba, entraînant forcément une réaction du pacte de Varsovie, et donc de l'OTAN, et donc Troisième Guerre mondiale. Donc là, c'est déjà un miracle que rien ne soit parti, mais c'est pas fini. Non mais du coup, il va se passer quoi maintenant? Kennedy et Khrouchtchev vont négocier. Ils vont dire que tout va mieux et que c'est bon, on va pas faire de guerre nucléaire. Vous espériez vraiment vous en tirer comme ça? Le 27, Khrouchtchev est prêt à laisser entendre qu'il serait possible de négocier. Mais devinez ce que des abrutis de Russes ont fait. Ils ont abattu le putain d'avion d'Anderson! Le gars qui avait photographié les bases de lancement! Oh les cons! Non mais c'est un putain d'acte de guerre là! Non mais un avion espion ultra moderne abattu! Mais vous savez le pire, c'est que les Américains n'ont pas réagi. C'est... Un miracle? Oui, mais c'est pas fini. C'était le seul sursis possible pour les Russes. Au prochain incident de ce genre, peu importe le côté, le conflit se déclenche. Et notre terre... douille sévère. Non mais du coup, Khrouchtchev il a dit qu'il voulait négocier hein! Le lendemain, ok? Le Politburo, c'est-à-dire le gouvernement russe, dit le contraire de Khrouchtchev. Ils sont tous fous! Ils sont tous tarés! Il y a 24 missiles qui sont sur les États-Unis, des missiles qui sont une minimum dizaine de fois plus puissants qu'Hiroshima, et encore là, c'est plutôt cool. La communication entre les deux camps, c'est dégueulasse, ils ont déjà battu un avion espion, je sais pas si vous vous rendez compte. Attends. Calme-toi, c'est pas fini. Finalement, le même jour, Khrouchtchev annonce qu'il va démonter les bases de lancement. Tu oublies pas un très léger détail. Oh, peut-être le fait que la communication soit dégueulasse entre le Kremlin et le Pentagone, que ils sont obligés de faire passer les informations par des hommes d'affaires. Oui, mais as-tu pensé aux sous-marins nucléaires? Qualité russe. Non. Faisons un petit bilan le 28 octobre après 6 jours de course-poursuite. Le Dubivko a perdu son mât d'antenne lors d'une collision avec un navire. Heureusement, il ne réagit pas, mais le problème concerne le sous-marin Shumkov, qu'on attaque avec des charges à blanc pour le forcer à faire surface. N'ayant plus d'oxygène après tous ces jours, il fait surface, entouré de navires américains. Dedans, une tête nucléaire. Et Khrouchtchev est clair, à la moindre agression, riposte immédiate, et donc planète disparue. Alors imaginez la scène dans le sous-marin, quand celle-ci était attaquée par des charges creuses. Des trucs faits pour penser que c'est des vraies charges qui explosent sous l'eau. Imaginez la scène quand le sous-marin a fait surface, entouré de navires. Le moindre couillon qui se met à tirer, le moindre abruti qui se dit « tiens, je vais attaquer l'ennemi », et tout était fini. Et vous savez ce qui a fait qu'ils n'ont pas lancé la torpille? Un mec. Et cet homme, c'est Vassili Arkhipov, qui décide de ne pas permettre à son commandant de lancer ce fameux missile nucléaire, comme il faut l'accord de tous les officiers à bord. Le commandant qui n'avait plus de liaison avec Moscou, bah oui, parce que l'antenne était pétée, on n'est plus à ça près, perdait tellement son sang-froid qu'il était prêt à déclencher le feu nucléaire et donc la guerre à coup sûr. Il y a des versions qui divergent sur son importance là-dedans, mais ce qui est sûr, c'est que sans ce mec, il y aurait sûrement eu la guerre nucléaire. Un autre avion abattu, le sous-marin qui se décide à lancer la torpille, un des deux camps qui se met à attaquer l'autre, que ce soit un abruti qui tire une arme à feu, un attentat, n'importe quoi. Et c'était la guerre. Et c'est le lendemain que l'URSS se rétracte et qu'ils promettent de démanteler leurs installations. Alors que les États-Unis, eux, promettent de ne pas envahir l'île. Les missiles américains présents en Italie et en Turquie seront eux aussi détruits, permettant aux deux pays de garder la face. L'année d'après, le téléphone rouge est mis en place et donc une ligne directe entre le Kremlin et le Pentagone s'installe, symbole d'une nouvelle période dans la guerre froide, la détente.
qui va durer jusqu'en 1975, jusqu'à la fin de la guerre du Vietnam. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur cette semaine qui a été la plus dangereuse pour toute l'humanité, en espérant qu'il n'y en ait jamais d'autre. S'il vous plaît. Le monde était à rien à ça de sombrer dans la guerre nucléaire et le conflit généralisé. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner si c'est pas encore fait. Vous pouvez partager cette vidéo si elle vous a plu. Ça fait grossir la chaîne et ça fait connaître à plus de monde ce qu'a été le miracle de Cuba, la semaine où la planète a le plus de fois frôlé la destruction totale. En attendant, on vous dit à la prochaine. Histoire par passion et YouTube pour métier. A bientôt pour de prochaines chroniques historiques.